Il est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Saisine royale du Conseil supérieur des oulémas au sujet de certaines propositions à caractère religieux pour la refonte du Code de la famille. Une initiative qui tient compte des vertus de l'ijtihad constructif et de la modération, des valeurs qui caractérisent les prescriptions de la charia au service de la famille marocaine. Santé, une nouvelle clinique internationale vient de voir le jour à Essaouira, un établissement de soins multidisciplinaires et aux meilleurs standards internationaux. La structure est un investissement de plus de 250 millions de dirhams. Elle étoffera à coup sûr l'offre de soins au niveau de la région. En fin de journal, nous irons à Tinrir, une ville aux nombreux atouts touristiques. En cette période, l'activité tourne au ralenti. Alors les professionnels se mobilisent pour apporter une cure de jouvence à leur établissement, histoire de tenter d'attirer des visiteurs marocains et étrangers. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président des États-Unis d'Amérique, Joseph Biden, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, Sa Majesté le roi exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de bonne santé et de bonheur au président Biden et de davantage de progrès et de prospérité au peuple américain. Le souverain saisit cette occasion pour exprimer sa fierté de l'amitié solide et des liens historiques séculaires unissant le Royaume du Maroc et les États-Unis d'Amérique, réaffirmant sa ferme détermination de continuer à œuvrer de concert avec le président américain pour renforcer davantage les relations bilatérales distinguées et hisser le partenariat stratégique multidimensionnel à des paliers supérieurs à la hauteur des attentes et aspirations des deux peuples amis. Révision du Code de la famille en ouverture de ce journal. La saisine royale du Conseil supérieur des oulémas au sujet du chantier d'amendement de ce code. Une démarche royale qui s'inscrit dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de cette institution. Elle vise à aboutir à des solutions novatrices en phase avec l'évolution de la société et conforme à l'esprit de la charia. Somme toute, la finalité de cette initiative est de protéger l'ensemble de la famille et de garantir son bien-être. Sophia Fkrot. C'est une nouvelle étape dans le processus de révision du Code de la famille. La saisine royale du Conseil supérieur des oulémas a pour objectif de vérifier le fondement juridique de certaines propositions de l'instance de révision du Code de la famille au regard de la religion par la voie de l'ijtihad ouvert et constructif. Le Conseil supérieur des oulémas étant la seule institution habilitée à émettre des fatwas. Sa Majesté le roi, dans sa lettre adressée au chef du gouvernement et dans ses hautes orientations, suit la démarche visant à harmoniser les valeurs de la société, le juste milieu, l'ijtihad et l'ouverture que prône notre religion avec l'aspect juridique. Cette saisine ne peut être que positive. Plus le champ de la concertation est élargi et les discussions ouvertes, plus le texte sera solide et trouvera son écho dans toutes les voies de la société. La société marocaine est diversifiée, tolérante et respecte la différence. Cette différence de vue ouvre la voie au débat et à une réflexion plus élargie. Des concertations qui donneront naissance à un nouveau texte à même d'appréhender des situations nées de l'évolution de la société, un nouveau texte mieux adapté aux réalités nouvelles. L'ijtihad est permis, mais il obéit à des règles qui seront suivies par les membres du Conseil supérieur des oulémas. Tout cela pour aboutir à un code de la famille harmonieux qui prend en compte la transformation de la société civile. La saisine royale vient accompagner les forces de proposition et les revendications sociales. C'est l'ultime étape avant d'aboutir à des solutions novatrices, conformes à l'esprit de la charia et visant à garantir justice et équité entre les composantes de la famille. Pour un décryptage avec nous ce soir sur le plateau, Kalima Rannem, présidente du Centre international de la diplomatie. Madame Rannem, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, quelle lecture faites-vous à l'association par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin des ulémas et de leur institution constitutionnelle à la réflexion collective sur la révision du Code de la famille?
La saisine royale du Conseil supérieur des Oulémas est très significative vu qu'elle intervient dans une étape cruciale du processus de révision de la Moudouena. Donc, premièrement, elle rentre dans les prérogatives constitutionnelles de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, afin de saisir ce conseil, premièrement en tant qu'Amir al-Mu'minin et deuxièmement en tant que président du dit conseil, et qui est le seul conseil supérieur habilité à prononcer des fatwas acceptés et agréés. Donc ce processus, il est très important. Deuxièmement, cette révision traduit aussi la politique clairvoyante et aussi les orientations éclairées de Sa Majesté le roi pour accompagner les questions importantes qui préoccupent la société marocaine en tant que garant des libertés, mais aussi en tant que garant du cadre référentiel du royaume basé sur un islam modéré, tout en prenant en considération les évolutions de la société marocaine. Aussi, ça traduit le respect de Sa Majesté des compétences et du travail des différentes institutions constitutionnelles, premièrement dans le cadre de la complémentarité et deuxièmement dans le cadre de l'élargissement du périmètre des concertations afin d'inclure les ulama dans le processus de la révision du Moudouana. La démarche de Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin ouvre la voie de l'ijtihad constructif pour donner corps à un texte de loi en phase avec l'évolution de la société. Quel sera, à votre avis, l'apport de l'ijtihad à la refonte du code de la famille? Effectivement, cette saisine elle est très importante parce qu'elle conforte le rôle du Maroc en tant que référence de la pensée collective sur les grandes questions qui touchent la société basée sur un islam modéré. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, inclure les ulama dans tout le processus, non seulement pour débattre, pour émettre un avis sur les questions de discorde ou des questions qui ont un référentiel religieux, mais de voir la Moudawana dans sa globalité afin de prononcer des avis et des fatwas en s'alignant ces propositions à l'évolution de la société marocaine, à aussi la configuration de la famille qui a complètement changé dans les 2 dernières décennies, ainsi que de proposer des solutions novatrices qui s'alignent à la fois à la Constitution, mais aussi qui donnent la voie à l'ijtihad constructif. Et le communiqué du cabinet royal a encadré cette saisine par des limites bien définies, en rappelant au Conseil supérieur des ulémas les fondements de la fatwa. Qu'est-ce que cela nous dit sur le caractère que Sa Majesté le roi voudrait donner à cette réforme du code de la famille? Donc principalement, les ulama vont émettre des avis dans le cadre du respect des principes et des prescriptions de la charia, tout en s'ouvrant sur l'ijtihad constructif, comme on l'a précisé. Aussi, ça vient de renforcer effectivement toutes les propositions et les revendications qui ont été enregistrées lors des concertations qui ont été soulevées à l'instance chargée de la révision de la Moudouana et qui ont été soulevées à l'appréciation de Sa Majesté le roi. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que cette révision rentre dans le cadre de l'encouragement des vertus de l'ijtihad constructif et je pense, à mon avis, que ça va donner des propositions qui va avec l'évolution de la société marocaine et aussi qui s'aligne aux engagements du Maroc au niveau de la pratique conventionnelle. Madame Karima Ghanem, présidente du Centre international de la diplomatie, je vous remercie d'avoir été l'invitée du journal. Merci à vous. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement. Au début de ces travaux, l'exécutif a adopté un projet de décret fixant les attributions et l'organisation du département de l'éducation nationale et du préscolaire et un projet de décret relatif au statut particulier des fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances. Le Conseil a par la suite approuvé une série de projets de décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des engagements issus du dialogue social.
Il s'agit du projet de décret modifiant les textes relatifs au statut particulier d'un grand nombre de corps interministériels. Il était également question du statut particulier du personnel de la Sûreté nationale. La Chambre des conseillers tiendra mardi à 15h une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement et aux questions relatives à la politique générale. Elle sera axée sur le dialogue social, un mécanisme de promotion des conditions des travailleurs, un levier pour améliorer les performances de l'économie nationale. Parlons santé à présent à Essaouira. L'offre de soins de proximité se renforce avec l'ouverture d'une nouvelle clinique internationale. Une structure couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales vient apporter une réponse exhaustive et experte aux pathologies les plus largement répandues. Abdelghani Tahraoui et Sofia Fkrout. À cet instant précis, Essaouira franchit un seuil déterminant. La ville se dote d'une clinique internationale de pointe, disposant d'équipements dernière génération, destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes. L'établissement hospitalier couvre un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, avec et pour la première fois, un service d'oncologie. Un plateau technique de cancérologie pour prendre en charge les malades, c'est une première dans la région de Essaouira, prendre en charge les malades cancéreux qui faisaient des allers-retours vers Marrakech et autres villes pour se faire soigner et surtout des soins qui sont de longue durée, de plusieurs semaines, voire même parfois plusieurs mois. Et ça demandait quand même une logistique très importante et puis surtout un coût. C'est un investissement supérieur à 250 millions de dirhams, c'est près de 150 lits. C'est toutes les disciplines. Je crois que vraiment, on a couvert le spectre, enfin, on a une réponse à tout ce que n'importe lequel d'entre nous peut espérer avoir quand il a une pathologie, quand il est en difficulté ou quand il veut simplement être suivi. Alhamdoulilah, historique, car dans les mêmes locaux, 166 lits, 8 salles d'opération et une unité cardiologique interventionnelle. Autre élément inédit, un centre de radiologie complet, incluant une IRM. Pour ces patients, fini donc les longs voyages pour se faire soigner. Nous n'aurons plus à nous déplacer à Casablanca, Rabat ou à Marrakech pour les soins. C'est une clinique qui bénéficiera à toute la région. Il y a de très bons médecins et le service est de qualité. Je me suis fait opérer ici et tout s'est bien passé. Je suis là aujourd'hui pour remettre les résultats des analyses à mon médecin. La clinique est accessible aux catégories sociales les plus larges, avec notamment la prise en compte de l'AMO et l'AMO Tadamon. En plus des soins médicaux, la clinique est génératrice d'emplois. Près de 200 postes directs ont été créés. À terme, la clinique embauchera une centaine d'autres personnes. À l'international, Gaza toujours sous le feu des bombes. Au moins 58 personnes ont trouvé la mort ces dernières 24 heures. Pourtant, ainsi, le bilan total a plus de 38 000 décès. Des dizaines de milliers de Palestiniens sont appelés à évacuer des secteurs de l'est de Rafah et de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. De nouvelles fois jetés sur les routes du territoire assiégé en quête d'eau, de nourriture et d'abri. Au total, ce sont près de 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, soit 80% de la population, qui sont à présent déplacés. Aux Caraïbes, l'ouragan Beryl, qui a déjà fait au moins 7 morts, se dirige vers le Mexique. Premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, Beryl a impressionné les experts en gagnant très rapidement en intensité durant le week-end. Il a même été temporairement classé en catégorie 5, la plus élevée. En Jamaïque, plus de 400 000 personnes sont privées d'électricité. Retour au Maroc et direction Tinrir, une ville aux nombreux atouts touristiques. Et pourtant, cette période de l'année se caractérise par une stagnation des activités touristiques. Notre équipe est partie à la rencontre de gérants d'unités hôtelières pour qui cette période rime avec mise à niveau des établissements, histoire d'attirer des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Mohamed Rachid et Zakaria Moukin Billah. Dans cette unité hôtelière de Tinrir,
Le décor est somptueux, mais les réservations sont loin d'afficher complet. Ici, tout a été construit dans un esprit artisanal. Des chambres décorées à la façon traditionnelle et des ornements réalisés par les artisans locaux. Les moyens de bien-être ne manquent pas non plus, mais ce qui se fait remarquer le plus est l'absence de clients en cette période. C'est toujours la basse saison. La période estivale pour nous est synonyme de basse saison. Nous en profitons donc pour rénover nos unités. Pour la haute saison prévue en septembre et octobre. Durant l'été, nous accueillons plus des Marocains résidant à l'étranger. Le printemps, nous avons d'autres profils de clients. En général, l'activité touristique tourne bien. Dans la province de Tinrir, nous avons une offre touristique variée. Il y a un nombre important d'unités d'accueil. À cela s'ajoutent des atouts naturels importants. Nous accueillons des nombres de touristes étrangers. Les programmes initiés par l'État pour dynamiser le secteur sont très positifs. Sur place, des excursions sont organisées au profit des visiteurs, ainsi que des randonnées, des visites de la vallée de Mkoun en 4x4 pour toute une journée d'excursion, ou des gorges de Dadès, passage incontournable des visiteurs de la province de Tinrir sont organisés. Autant d'atouts naturels et touristiques pour séduire les visiteurs marocains et étrangers. Dans la province de Tinrir, un nombre d'établissements touristiques vont bénéficier du programme Go Siyaha. La province est dotée de quelques 67 unités hôtelières classées. D'autres sont en cours pour atteindre un total de 100 établissements classés, soit une capacité d'accueil de 2900 lits. La multiplication et la modernisation des unités hôtelières à Tinrir est de nature à donner un vrai coup de boost au tourisme dans la province. Des mesures sont mises en œuvre afin de dynamiser la destination et lui permettre de dépasser le caractère saisonnier de l'activité touristique. Un mot de sport, la sélection marocaine de football a hérité du groupe B à l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas évolueront aux côtés des sélections du Gabon, de la Centrafrique et du Lesto. Pour rappel, le Maroc, hôte de la compétition, se qualifiera automatiquement à la phase finale de la CAN 2025. Mauritania, it's hard to play. We can see there is no more small teams. Yeah, and we saw the last. De la culture pour clore ce journal et pour cela direction le Chella à Rabat, un lieu chargé d'histoire. C'est d'ailleurs dans son montre que le rideau a été levé sur la 21e édition du Festival international des contes organisé par l'Académie internationale du patrimoine culturel immatériel. Placé sous le thème « Les lieux mémoire d'une nation », ce rendez-vous de la tradition orale permet de se replonger d'un temps d'histoire réelle ou imaginaire porteur de la mémoire collective de tant de peuples. Ferdaus Al-Ahrash, Adnan El-Harras avec Dominique Orlando. Voyager à travers le temps en se faufilant d'une histoire à l'autre, c'est à cela que nous convie durant toute une semaine cette nouvelle édition du Forum mondial des narrateurs. Rabat et le Maroc dans son ensemble étant tout désignés pour accueillir une telle manifestation. À travers le temps, le Maroc s'est construit un patrimoine oral très important. Ce patrimoine est préservé dans les places publiques et historiques, comme Jamal Fna, classé patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ces conteurs sont des trésors humains, des maîtres de la parole. Des gardiens de la culture et de la tradition qui très souvent racontent leurs histoires de mémoire. Elles sont ainsi relayées de génération en génération, comme un héritage rare et fragile qu'il faut donc préserver. Le conteur est le gardien du patrimoine oral, il est l'ambassadeur du mot dans le monde. Il a pour mission de préserver toutes les étapes historiques et de maintenir vivantes toutes les personnalités qui ont fait l'histoire. Il n'y a pas de pays dépourvu d'histoire ou de héros. Et dès le début, le conteur se promenait dans les places publiques pour raconter aux habitants tous les détails des réunions, des décisions du sultan ou des événements historiques attendus.
Cette année, pour cette 21e édition, c'est l'Espagne qui est l'invité d'honneur, avec tous ses troubadours et ses nombreux jongleurs de récits insoupçonnables. Pour l'Espagne, c'est un plaisir de participer dans cette édition du festival Maroc Storytelling. Est très important la tradition orale dans tous les bassins méditerranéens, mais en particulier en Espagne et le Maroc, où il y a toute cette histoire commune, aussi des histoires, des contes qu'on entendait à l'enfance d'un côté et d'un autre. Et donc pour nous, c'est un plaisir de participer dans ce festival qui a déjà une longue trajectoire de revendication de la tradition orale qui est à la base de la culture de tous les peuples. En réhabilitant cet art ancestral du conte, le festival s'engage à ce que toutes ces histoires continuent de prospérer et de se propager dans nos esprits, dans nos cœurs d'enfants peut-être retrouvés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.